tu vas épouser une bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Moi, sur nous, on de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme mon glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon propre on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes boulons, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anja, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Oh qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanda te torche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on ton record, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes mini-fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Noé c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde, bon début de week-end. C'est juste pour vous faire les hommes politiques africains qui parlent du problème du Mali sans écouter les autorités maliennes. Je vais vous faire écouter le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. Écoutons ce que le premier ministre malien dit avant que les hommes politiques africains donnent des leçons aux Maliens. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Écoutons ensemble ce que dit le premier ministre malien.
la lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Kona, à Gao, arrivé à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir l'amunissement. Interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrir l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité que nous voyons. On arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Kassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui. Dieu merci. À moins de 7 mois de la rectification de la traite, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Vous savez, en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, c'était qu'ils sont réfugiés dans le camp de la munition. On les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'était un butin de guerre qui appartient à la SEMA. On ne peut pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad sur la base de Faïlage. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ce groupe? C'est documenté ce que je dis. Hein? C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il a dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez-vous les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP. Pour passer à un volet sécuritaire, la présence militaire française elle est aujourd'hui concentrée dans le Dictaco Gourma à côté malien. Pendant ce temps-là, on l'a vu, malheureusement au centre, la situation sécuritaire continue à se dégrader. Elle gagne progressivement le sud. Quel est votre plan pour endiguer la menace terroriste, l'insécurité au centre et puis au sud de votre pays? C'est là où vous répondez à une partie des interrogations du gouvernement malien. Vous venez de décrire que la France a décidé de se concentrer sur le Dictaco Gourma. Nous avons un accord de défense qui n'a pas été remis en cause, en tout cas officiellement. C'est la France qui nous a dit qu'elle a créé Takuba. On ne sait même pas avec qui elle a créé Takuba. Nous avons deux forces négatives au Mali, au Sahel. Vous avez le groupe de soutien
à l'islam, qu'on appelle le JNIM, c'est la branche d'Al-Qaïda, qui est la plus dangereuse pour l'État malien, qui est à la base de l'essentiel des attaques. Et vous avez l'IGS, l'État islamique français, qui est concentré dans la zone des 3 frontières. Donc on peut dire en termes d'attaque que notre adversaire principal c'est Al-Qaïda. La France nous dit, on quitte toute cette zone, on va se concentrer sur la zone des 3 frontières. Ça, c'est pas un abandon en plein vol. C'est-à-dire que notre adversaire principal, pendant qu'on lui fait face, pendant qu'il multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas ce que nous croyons être notre principal allié, nous dit qu'il a décidé lui de partir. Mais comment vous allez faire justement alors au nord? Oui, mais justement, ce qu'on va faire, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas devant les journalistes que vous allez l'exposer. Ça, je crois que vous avez posé la question en étant sûr que vous n'aurez pas la réponse, mais nous sommes en train de chercher des solutions. Pour Wagner? Non, pas forcément. Je vous ai dit que je ne connais pas de Wagner. Wagner, je l'ai vu dans les journaux, je ne connais pas de Wagner. Ça, c'est les journalistes qui l'ont. Les journalistes et peut-être les hommes politiques français qui l'ont sorti, même les chefs d'État de la CEDEAO qui en ont parlé dans une résolution. Un groupe de mercenaires, même quel prévisant, ils n'ont pas parlé avec nous. On était même surpris qu'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO parle de quelque chose dont on parle dans les journaux seulement, alors qu'il y avait la possibilité d'envoyer une mission s'informer auprès de nous, de saisir notre président, tout cela n'a pas été fait. C'est pourquoi on a l'impression, c'est pourquoi je vous dis qu'on a exercé contre le gouvernement un véritable terrorisme diplomatique, médiatique et politique. Alors qu'il n'y a pas eu de discussion avec Wagner, vous ne connaissez pas Wagner, il n'y a pas eu de discussion. Moi je ne connais pas de Wagner. Moi je connais l'État russe, avec lequel nous avons des rapports que tout le monde sait. Je vais rebondir à partir de ce que mon cadet Ndiaye vient de dire. Pourquoi chacune de ces transitions ont échoué? Parce que tout simplement nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et ce système remonte en fait, si vous me permettez de le préciser, à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Et au cours de cette conférence, De Gaulle a prononcé un discours qui a été le discours qui a marqué le début de la pérennisation des systèmes hérités de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me permettez, je le cite. Il a dit donc, les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine de self-gouvernement dans les colonies, est à écarter. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dans les anciennes colonies de la France, pratiquement tous les gouvernements qui sont constitués, le plus souvent quand la France ne voit pas en ces hommes et femmes qui composent ce gouvernement des gens capables de pérenniser ses intérêts, elle fait tout pour que ça échoue. Je m'en vais pour preuve tout récemment d'ailleurs. Quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala Maïga, a été, enfin, il n'était pas encore nommé, mais les rumeurs couraient comme quoi il va être le Premier ministre. Mais il a dit clairement que des autorités étrangères ont approché Assimi pour lui dire de ne pas nommer Choguel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui composent le gouvernement. Et aussi longtemps que nous allons nous regarder avec leurs yeux et que nous allons continuer à évoluer dans le système qu'ils nous ont imposé, nous irons de transition en transition. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à ce que nous restons dans leur giron. La preuve de cela aussi, si vous me permettez, je renvoie au discours, à l'entretien que Jacques Chirac, ancien président de la France à l'époque, a accordé à la presse étrangère, notamment aussi des Français, pas seulement à la presse étrangère, à Yaoundé, en 2001. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé, je le cite. Nous, en parlant des Français,
Nous, Français, avons saigné de l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Nous avons pillé ses ressources, ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique les cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons évoluer, nous regarder avec les yeux des autres, qu'il s'agit des différents concepts de démocratie, de gouvernance et autres, à partir de concepts qui sont venus de l'étranger, qui nous sont imposés, notamment par l'ancienne puissance colonisatrice, nous allons difficilement sortir de ces problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une rupture totale avec le système qui a prévalu et qui prévaut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour cette rupture, peut-on dire qu'il faut faire seulement des choses qui sont passées pendant des siècles, qu'on rompe cela en quelques 18 mois? Cela est-il possible? Je m'interroge. À l'accord de Genève, vous n'avez jamais caché votre opposition au terme de cet accord. Vous souhaitez le relire, le renégocier. En le faisant, ne craignez-vous pas que finalement les groupes signataires ressortent les armes? Vous savez, il y a une mauvaise image de moi qu'on a vendue comme étant celui qui est contre l'accord de paix. Il y a 3 opinions majeures au Mali. Il y a ceux qui soutiennent l'accord sans condition. Il y a ceux qui sont d'accord avec l'accord, mais son application a des conditions. Et ceux qui le rejettent. Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'accord est un accord pour la paix. Donc, un accord de construction de la paix. Ça veut dire qu'il faut passer par des étapes vertueuses qui nous conduisent de l'état de guerre à la paix au fur et à mesure. À partir de quoi on a énoncé dans le préambule que l'intégrité du Mali, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État et l'unité nationale ne sont pas négociables. Or, au début, ceux qui ont pris les armes, qui étaient soutenus par le gouvernement français en 2012, et ça a été officiellement dit, c'est ça qu'ils voulaient. L'accord donc a enlevé les prétentions séparatistes. Dit unissez-vous, mais réformer la gestion du gouvernement. Donc ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on parcourt l'accord, qui a été signé aussi sous la pression, il y a des articles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dont l'application in extenso, sans discernement, va conduire de facto à créer les conditions de d'autres rébellions qui peuvent éclater à n'importe quelle partie du territoire. Parce que l'accord crée en quelque sorte 2 types de citoyens. Et ça peut susciter d'autres rébellions dans d'autres parties du Mali. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appelé l'application intelligente. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une disposition de l'accord dont la mise en œuvre pratique peut remettre en cause les 4 principes non négociables, il faut s'asseoir en ce moment et se dire cette disposition, si on la met en œuvre, voici ses conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre en œuvre, mais que ça ne touche pas à ces 4 principes? C'est ce que j'appelle application intelligente. Il dit consensuel parce qu'aucune partie ne doit s'asseoir pour le faire comme ça. Il faut qu'il y ait des discussions bilatérales entre les parties. Voilà tout. C'est pourquoi on m'a collé l'étiquette de celui qui est contre l'accord. Alors on le voit, la CMA a pas l'air bien décidé en ce moment à vouloir s'asseoir avec certains membres du gouvernement. Je pense notamment au ministre de la Réconciliation, le colonel Loyer, pour répondre. Comment vous allez faire? Est-ce que là, c'est pas les armes qui risquent de reprendre? Ça, c'est vous qui me l'apprenez. La semaine ne m'a jamais dit qu'ils ne veulent pas continuer à discuter. Ils ne me l'ont pas dit. Ils ont dit en tout cas une interview dans la Deutsche Welle et d'un responsable. Bon, peut-être que c'est dans la même veine que c'est la pression politique, médiatique et diplomatique qui a contre nous, parce que la CEMA a fait un communiqué où il parle aussi de ce que vous appelez Wagner.
Bon, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont pris l'information. Peut-être que c'est quelqu'un qui leur a dit aussi de le dire. La CEMA devait être désarmée depuis 2012. Elle n'a jamais été désarmée. Il défile avec des armes lourdes à chaque année de l'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad. Et à ce défilé assistent les officiers de Barkhane. Allez-y comprendre. Avec des armes lourdes. Cet accord, l'État finalement a donné trop de concessions à ses groupes armés. Non, je n'ai pas dit ça. L'accord est écrit, tout le monde sait ce qu'il y a là-dedans. Je dis simplement que dans l'accord, il faut l'appliquer de façon intelligente. On ne peut pas le rejeter. On ne peut pas l'appliquer sans discernement. Parce qu'il y a des dispositions, si vous les appliquez sans discernement, il suffira que demain les acteurs changent pour que quelqu'un s'en saisisse pour provoquer une autre rébellion. Donc il faut être sûr que chaque fois qu'on avance, on fait des pauses, on discute, on essaie d'être le plus cohérent possible pour ne pas remettre en cause les principes qui ne sont pas négociables, on les parler plus haut. L'unité nationale, la souveraineté, l'intégrité du territoire et la forme laïque et républicaine de l'État. Une question sur notre confrère, le journaliste français. Alors, le 8 octobre, un entretien a été publié par l'agence russe via Novosti. Vous avez accusé la France d'avoir formé et entraîné. Pourquoi? Arrivé à Kidal, A été publié par l'agence russe via Novosti. Vous avez accusé la France d'avoir formé et entraîné des groupes armés rebelles au nord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez ces propos? vous savez, ce n'est pas moi seulement qui le dis. C'est des responsables des mouvements armés qui ont dit, les interviews existent, que c'est le gouvernement français qui leur avait dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État indépendant au nord du Mali. Vous le pensez aujourd'hui? Non, ce n'est pas que je le pense, mais c'est eux qui l'ont dit. Ils ont travaillé avec les Français, ils l'ont dit. Un. Deuxièmement, lorsque nous avons appelé les Français en 2013 à sauver notre pays, n'est-ce pas, de l'envahissement des terroristes, il ne faut pas oublier un certain nombre de faits. C'est que lorsque les mouvements armés se sont associés à Al-Qaïda pour assassiner des soldats maliens, le ministre des Affaires étrangères français s'en était félicité en disant qu'ils ont engrangé des victoires militaires dont il faut tenir compte. Alors, tout le monde savait que c'est Al-Qaïda. Mais c'est pas tout ça n'est pas le plus grave, c'est que quand le gouvernement malien a demandé l'intervention française en 2013, il y avait deux objectifs. C'était d'abord, enfin, la demande était formulée ainsi, un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu de soldats français au sol. C'est les Maliens qui ont libéré Kona, Gao, Tombouctou, et ils avaient l'appui aérien et un renseignement des Français. On ne sait pas pourquoi. Arrivé à Kidal, c'est la France qui a empêché l'État malien de recouvrir l'intégrité de son territoire, qui a créé une enclave, alors qu'au même moment, le président français, François Hollande, a dit publiquement que l'objectif de l'opération Serval était 1. Détruire le terrorisme, 2. Aider l'État malien à recouvrir l'intégralité de son territoire, 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. Si on avait permis à l'armée malienne, le Premier ministre, de reprendre Kidal en 2013, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque de se retrouver avec des massacres comme on l'a vu ailleurs dans le... Vous savez, ça c'est un argument spécieux qui a été développé par les militaires français en son temps pour tromper ceux qui voulaient se laisser tromper. Pourquoi? Je disais donc les 3 objectifs qui avaient été fixés par François Hollande, annoncés publiquement, 8 ans après, on constate quoi? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu, atteint 80% du territoire. Vous avez
la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire, il est établi aujourd'hui que c'est l'État français, c'est l'armée française qui a empêché l'État malien de prendre Kidal, en faisant quoi? En créant une enclave, au motif qu'il y aurait eu un massacre. Mais la force la plus avancée, la force militaire la plus avancée, les commandants c'était des Touaregs, qui n'étaient pas pour la partition du Mali. Donc c'est un argument spécieux qui avait été élaboré juste pour tromper les gens. Parce qu'il y avait d'autres choses derrière. C'est dans cette enclave-là, que Yad et Amadou Koufa ont eu le temps d'aller s'organiser. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui vous accusez finalement la France de complicité Moi, vous savez, je n'accuse pas, je donne les faits. À chacun de tirer les conclusions. Les faits, c'est que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme, de l'aider à recouvrir l'intégrité de son territoire, de l'aider à faire appliquer les résolutions des Nations Unies. La France a laissé Yad à Gagali, fuir du centre du Mali, aller créer une enclave à Kidal. A laissé Amadou Koufa, que Yad avait désigné imam de Kona lorsqu'ils ont été frappés à Kona. Amadou Koufa l'a suivi, ils ont été à Kidal. Ils ont fait 2 ans en train d'entraîner leurs hommes. Cette enclave-là, il n'y avait que la France qui en avait le contrôle. Alors, ensuite, ce sont les lieutenants de Yad que la France a recyclés pour leur donner Kidal. Voilà le premier ministre malien qui explique la situation du Mali. Mais certains Africains viennent nous parler de démocratie. Faites très attention. Il y a des Africains qui travaillent contre le continent, comme il y a au Cameroun une élite qui travaille contre les intérêts du bas peuple pour la pérennisation de leurs intérêts à eux. C'est ça que vous vivez au Cameroun à l'heure actuelle. Où un groupe de personnes s'est accaparé l'État, voter les textes de loi, comme par exemple les textes de loi sur la décentralisation et les communes, où l'État du Cameroun a le droit de créer une entreprise avec un capital à 100% appartenant à l'État, mais l'État du Cameroun met les textes sur pied, attribuant aux communes de ne pas créer des entreprises avec un capital de 100%, mais ils ne peuvent créer une entreprise avec un capital de 33%. Mais comme on nous a éduqués mal, on a eu une mauvaise éducation, on a fabriqué des gens en millions qui ne connaissent pas faire la différence entre un bien privé et un bien commun. Jusqu'à date, je ne serai jamais d'accord qu'on prenne l'argent du contribuable. On achète à un fonctionnaire une voiture de 80 millions. Ça là, ça n'entrera jamais dans ma tête. Je dis bien jamais. Mais lorsqu'on demande à cet État de diminuer ses dépenses, cet État trouve que je ne peux pas diminuer mes dépenses, mais je dois plutôt ajouter une taxe sur les transactions financières, sur les plateformes
Orange Money, MTN Money, whatever, ou des 0,4%. C'est ça que nous disons. Cette escroquerie mise sur pied par le colon, soutenue par certains Africains qui nous disent, qui nous vantent les mérites qui nous vantent le travail extraordinaire du FECOM. Je continue de dire, le FECOM est une escroquerie. Le FECOM en matière de production de richesse ne produit rien. Le FECOM est une direction qui devrait être logée au ministère des Finances. On fabrique une entreprise, on fabrique une organisation qu'on donne un statut d'entreprise qui vient ponctionner les communes. Les taxes et impôts sont collectés sur toute l'étendue du territoire du Cameroun. Il est hors de question qu'on collecte cet argent au lieu de transférer cet argent aux communes qui s'occupent des problèmes des populations au quotidien. On dit non. On ne peut pas les transférer cet argent. Il faut transférer cet argent à une institution qu'on a créée de facto. On a baptisé le FECOM. Le FECOM, dans cette collecte d'argent, va dire pour mon fonctionnement et le salaire des ouvriers, je dois prendre dans ces fonds collectés sur l'ensemble du territoire camerounais, au titre d'impôts et taxes et sanctions additionnelles, je dois prendre dans ça 20% pour m'acheter les voitures, pour payer mon personnel, leurs frais d'émission, pour construire les maisons. Direction régionale FECOM du Sud, un bâtiment qui ne produit rien. Direction régionale du FECOM de la région du Centre. Direction régionale du FECOM de la région de l'Ouest. Direction régionale de la FECOM de... Ça, on appelle ça l'escroquerie. Mais sauf que, ce discours que je dis là, c'est un discours... À première vue, tu ne peux pas le comprendre. Mais si tu ne comprends pas que le FECOM est un système franc CFA bis, tu es perdu. Maintenant, on fait donc passer les textes de loi qui disent que si une commune veut un financement venant du FECOM, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Hein. Moi, je n'invente pas ce que je dis. Je prends la peine de lire les statuts de cette soi-disant organisation gouvernementale qui accompagne les communes. Moi, je prends des statuts, je lis, je découvre les stockries. On passe dans les textes de loi, on dit, lorsque une commune se rapproche du FECOM pour obtenir un financement, vous voyez, la mairie qui a généré les fonds que gère la commune doit faire une demande au FECOM pour avoir l'argent généré par la commune. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ça, tu génères l'argent dans ta ville, mais lorsque tu vas vouloir utiliser l'argent que tu as généré dans ta ville, tu fais la demande. Exactement le franc CFA. L'État du Cameroun vend son cacao. On vit l'argent dans le compte d'opération en France. Lorsque l'État du Cameroun veut prendre l'argent, on fait la demande à la France. On fait la demande à la France. C'est exactement la même chose. On dit, si la commune veut investir dans un centre hospitalier, dans l'éducation, dans la santé, l'argent que va octroyer le FECOM ne sera pas remboursable. Mais si la commune
fait une demande au FECOM dans le but d'acheter un camion, une voiture, construire un bâtiment pour construire un nouveau bâtiment pour la mairie, ça sera octroyé à la commune en termes de crédit. C'est là où j'ai applaudi ces noirs, ces blancs à la peau noire. J'ai dit oui, papa, ça c'est ingénieux. Prêter aux enfants de l'argent. On a réussi à mettre sur pied une organisation qui doit vous prêter votre argent. C'est terrible. Allez donc maintenant voir le train de vie du directeur régional du FECOM du centre, directeur régional du FECOM du sud, directeur régional du FECOM de l'Est, directeur régional du FECOM de la Damawa, directeur régional. Il faut comprendre ce que j'appelle l'élite comprador. Une élite qui ne produit rien. Cette élite a juste un seul but. Manger la sueur des populations. S'engraisser, s'engrossir, manger, c'est ça leur but. Ils doivent vivre aux dépens du pauvre citoyen. On a vendu ça au président Biya. Il a vendu cette idée. Que c'est une bonne chose. Mes chers amis. C'est pour ça que je dis que les États francophones vont voler en éclats. Mais c'est pour ça que la France veut à tout prix installer le chaos, puisque les conditions sont propices à installer un chaos lent. Ça sert à quoi? C'est un système, c'est un chaos lent. Donc c'est pour ça que nous avons le devoir d'expliquer ces choses avec un français facile, élémentaire, pour que les gens comprennent l'escroquerie. D'où vous voyez, toutes les communes du Cameroun se sont donc lancées dans le développement basé sur la construction des bâtiments. Un bâtiment, c'est un crédit. Si je prends le crédit, je peux négocier avec l'entreprise adjudicataire de mon pourcentage. C'est pour ça que lorsque Madame le maire de la commune de Bafia arrive, elle trouve d'autres marchés là-bas, elle cherche à geler, elle cherche à changer d'entreprise adjudicataire que ça ne va pas, elle ne trouve pas les intérêts de la commune. On a brûlé le matériel de la commune. On a brûlé les caterpillars, les machines, les camions. On a mis le feu à la commune de Bafia. On a envoyé à Madame le maire l'avertissement que ce que tu veux toucher là, voilà l'avertissement. Ils ont tout brûlé le matériel de réflexion des routes de la commune. Il faut que vous écoutez ce que je vous dis. Les gens viendront vous raconter des bêtises. On a vendu ça à notre président. Il a vendu ça. Que c'est bien, c'est bon. Vous n'allez pas voir le FECOM dans le financement des projets qui concourent à la création des richesses dans les communes. Le FECOM ne fait que financement de construction de bâtiments. Financer les bâtiments, financer les bâtiments, financer les bâtiments, financer les bâtiments. Voilà ça. Je continue de dire, et je le répète,
moi, je suis un praticien. Quand je veux comprendre quelque chose, je prends d'abord les textes. Je pose sur la table. Si le président Biya peut m'écouter, il doit fermer l'OFECOM. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Voilà un autre complot. Il faut que je vous explique comment on démantèle un État. J'étais au Cameroun. Pour avoir une puce de Orange Money, de Orange, de MTN, tu as la puce de Orange et de MTN au bord de la route, moyennant 500 francs, avec la carte d'identité qu'on va filmer, tu as ta puce. Écoutez-moi mes frères, quand je parle de quelque chose, j'ai pris le temps pour bien lire. Et comprendre. Moi, quand je prends une institution pour lire, je cherche pour voir le vol qu'il y a dedans. Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je gagne dedans? Moi, je ne regarde pas l'institution en tant que... voilà, non. Je regarde, qu'est-ce que cette institution apporte dans la construction de notre pays? Ça apporte quoi en termes de création de richesse? Si une institution n'apporte rien à la création de la richesse, elle a un problème. C'est ma conception. Nous sommes dans un système franc CFA, comme je vous le dis. Chemin faisant, nous nous rendons compte que, donc, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que l'OFECOM, comme ça marche là, avant, j'ai cherché à savoir les pourcentages. Je suis tombé dans le document, j'ai trouvé que l'État du Cameroun, quand l'État collecte les fonds, les taxes et impôts dans les communes, l'État du Cameroun dit, pour mon travail effectué, du fait que j'ai collecté ça, je prends 10%. L'État du Cameroun enlève 10%. Le FECOM dit, comme c'est moi qui gère votre argent là, et que moi je suis une institution avec un capital de temps, je vais prendre 20%, 10%, plus 20%, ça fait 30%, il reste 70%. Les 70% sont divisés par 360 communes. Maintenant, quand tu comprends ça, tu reviens donc au plus de téléphonie mobile, des entreprises de téléphonie mobile installées au Cameroun. Nous sommes en train de valoriser, consommons camerounais. Faisons en sorte que ce sont les entreprises camerounaises qui soient leaders du secteur de téléphonie mobile. Mais vous oubliez qu'à l'intérieur du système, nous avons les bagues d'or qui empêchent le système que Camtel puisse prendre de la place. Je vous donne les chiffres des abonnements des compagnies de téléphonie mobile au Cameroun. Je continue de dire, je suis mécanicien. Il faut vous méfier avec des mécaniciens qui commencent à s'intéresser aux choses politiques. Parce que nous, là, on ne vient pas pour vous parler le français.
On vient pour vous faire ce qu'on appelle la matérialisation de ce que les gens, les discours là, vous racontent là. C'est de ça que nous on parle ici. Je ne viens pas vous parler des choses que Jésus est monté, Jésus est descendu. Orange Cameroun, en termes d'abonnés, il faut que vous m'écoutiez. Écoutez-moi. En termes d'abonnés, Orange Cameroun a 11 899 426 abonnés. MTN Cameroun a 11 99 576 abonnés. Nextel Cameroun a 2 302 628 abonnés. La société appartenant à l'État du Cameroun qui fournit Internet à Nextel, à Orange, à MTN, à 1 800 815 abonnés. Lorsque tu vois ça, ces chiffres, tu te poses la question, pourquoi Camtel est national, a peu d'abonnés, alors que nous parlons tous de l'indépendance, nous voulons être indépendants, nous voulons machin, pourquoi les Camerounais ne s'abonnent pas en masse à Camtel? Eh bien, j'ai mené ma petite enquête. Je suis allé au Cameroun. Écoutez-moi, mes frères, moi je ne rêve pas. Je suis allé au Cameroun. Oui, je suis patriote, je veux consommer notre compagnie nationale, je veux avoir un abonnement là-bas, vraiment de Dieu. Je porte mes 2 pieds. Je tombe à Lokbaba. On me dit non, on ne vend pas les puces de Camtel ici, il faut aller à Bipanda. Ok. Je quitte Niala. Donc je quitte Lokbaba. Camtel Bipanda. J'arrive à Camtel Bipanda. Bonjour, bonjour, je vous donne une puce Camtel. Ok, monsieur, il nous faut une carte d'identité. Photocopie carte d'identité couleur. Plan de localisation. Une demande timbrée. Une demande manuscrit. Et 2 photos. Je dis, hein? Oh, devant le gars de Camtel. Oh, je comprends pourquoi les Camerounais sont en train de détruire Camtel. Oh. À l'intérieur de Camtel, un monsieur soit là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est le monsieur là qui s'exclame. Monsieur, il y a quoi? Mais on me demande la photocopie carte d'identité couleur. Une demande manuscrit. Plan de localisation. 2 photos pour avoir une puce. Camtel? Non, monsieur, c'est la loi. Ok, c'est la loi. Ah, donc c'est la loi, mais vos concurrents font le contraire. Non, nous concurrents font ce qu'eux ils veulent. Nous, on fait ce que la loi dit. Ok.
Je comprends pourquoi on va privatiser Camtel. Les Camerounais travaillent contre Camtel. Le responsable de Camtel m'appelle dans son bureau. Monsieur, vraiment non, on va vous servir, restez tranquille. Je dis que non, mon frère. Donc c'est comme ça. Donc, on se tue à l'étranger alors que c'est vous ici qui mettez des procédures pour empêcher l'entreprise de s'émanciper. Et vous critiquez Paul Biya. Entre-temps, il sort de son bureau, je trouve un ingénieur Camtel, là dehors. Là, il dit comment vraiment, ça ne marche pas. Il dit que monsieur, ça ne marche pas, c'est à cause de vous. Voilà les conditions pour avoir une puce Camtel. Vous trouvez ça normal? Alors, je finis de prendre la puce Camtel. Je mets dans mon téléphone. Je pars à la maison. Direction Bafia. Le crédit que j'avais mis, c'est fini. Je me dis, bon, ok, je vais charger le téléphone à Bafia. J'arrive à Bafia. Le matin, première des choses, il faut que j'aille à Camtel. Je dois quitter le chez nous pour aller au centre administratif. Écoutez-moi, hein, ça, ce sont les méthodes de déstabilisation d'une entreprise d'État. Ça a été instauré par des Camerounais. Je quitte le village, là où je suis. Je pars au centre administratif. Je pars à la direction Camtel. Je dis, je veux le crédit. Le jeune garçon que j'ai trouvé là-bas. Il dit, vraiment, grand frère, la connexion dérange. Je ne sais même pas si on va réussir à avoir le crédit là aujourd'hui. Hein. J'entre dans son bureau, il me fait asseoir. Il tape Internet. Je veux pas de Dieu, la connexion ne marche pas. Je lui pose la question. Mais Orange Cameroun a Internet à Bafia, c'est vous qui donnez. Comment tu expliques que Orange Cameroun à Bafia a Internet, toi qui fournis à Orange Cameroun, tu n'as pas? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez même ce qui se passe? Tu fournis Orange Internet, non? Il dit oui. Pourquoi Orange a, pourquoi toi tu n'as pas? J'ai fait à Bafia 3 jours en disant non, je suis patriote, il me faut avoir Camtel, je suis patriote. Au 5e jour, étant lassé de n'être pas joignable, d'être joignable par le téléphone de mon petit frère, je me suis résolu à sortir la puce Camtel de mon téléphone, de couper en 2. Jeter, prendre Orange et MTN. À peine mis le téléphone, le crédit est vendable, même dans mon village, on marche là-bas. Crédit Orange, crédit Orange, crédit Orange, crédit Orange. Dans mon village, on marche, crédit Orange, on compte crédit. Papa, tu veux le crédit? Voilà ce qu'on appelle l'ennemi est dans la maison. Et il travaille au démantèlement de tout ce que M. Biya fait. Papa, c'est ça, ces choses qu'on ne veut pas que vous soyez au courant. On écume les plateaux de télévision à faire des faux débats sur M. Biya. On laisse les vrais problèmes. Si Camtel ferme demain, on va accuser M. Biya. Mais ignorant que pour que Camtel Mobile, Blue Solution fasse de l'argent, ce sont des Camerounais qui doivent s'abonner. Mais comme le système ne veut pas que les Camerounais s'abonnent à Blue Mobile de Camtel, on met sur pied les conditionnalités d'obtention de la puce draconienne. Ça, c'est la première chape. La deuxième chape, le crédit Camtel se fait rare sur toute l'étendue du territoire. Même quand tu pars à la maison, tu n'as pas de crédit. Ces gens vont s'asseoir, ils vont critiquer M. Biya. Voilà les enjeux. Je continue de vous dire,
qu'on ne vous manipule pas. La manipulation, lorsqu'elle aboutit, on va devenir soit l'Irak, soit la Syrie, soit le Liban, soit la Libye, soit le Soudan du Sud, soit le Mali. Organisé, concocté, implémenté par des citoyens camerounais qui ne veulent pas perdre leur strapontin. Ils vivent sur le dos de l'État. Ils veulent continuer à rouler en Prado, en Patrol. Voilà un pays qui ne produit rien, mais offre des véhicules de 80 millions à ses fonctionnaires. Même au Canada, aucun fonctionnaire ne roule avec une voiture de 80 millions offerte par l'État canadien. Eh oui, pays pauvre très endetté. Je continue de dire que lorsqu'on aura des vrais dirigeants, des vrais fonctionnaires, qui vont faire la part des choses, qui vont faire la différence entre les intérêts communs, les intérêts des multinationales et leurs intérêts. C'est parce que le peuple n'a pas encore obtenu l'éducation basée sur les intérêts. Si 80% du peuple avait déjà compris ce que c'est que intérêt au sein d'une république, oh, ces gars n'allaient pas s'amuser. Vous pensez qu'on fait la part belle aux gars de l'Ouest, pourquoi? Parce que les gars de l'Ouest savent bien la différence entre intérêt et la République. C'est pour ça qu'on a fait la part belle. C'est pour ça. Ça ne va pas, il crée des rébellions. C'est ça. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à vous tous. Bon début de semaine à vous. C'est ce que nous on parle pas pour détester les gens pour rien. On pose les faits sur la table. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as